Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui aborder les conséquences de l'ouverture d'une procédure collective pour les créanciers et les risques qui en découlent. Comme vous le savez pour avoir suivi le module précédent, le prononcé du jugement d'ouverture d'une sauvegarde ou d'un redressement judiciaire ouvre une période d'observation au cours de laquelle l'activité de l'entreprise est maintenue. Cette poursuite de l'activité est de droit. La solution est inverse dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire immédiate où la poursuite de l'activité est exceptionnelle. Elle doit être autorisée par le tribunal et elle doit être justifiée soit par un projet de cession de l'entreprise, soit par l'intérêt public ou l'intérêt des créanciers. Mais pour les créanciers de l'entreprise, le maintien de l'activité ne signifie pas que leur situation reste inchangée, bien au contraire. Leurs droits vont être restreints et ces restrictions sont des facteurs de risque pour ces créanciers. Ils devront donc être vigilants pour préserver tout au long de la procédure leurs droits. Cependant, avant de présenter la situation générale des créanciers, il convient de dire quelques mots sur la situation d'un créancier particulier, le créancier co-contractant du débiteur. En effet, la poursuite de l'activité exige le maintien des contrats en cours au jour de l'ouverture de la procédure. C'est pourquoi la loi prévoit que l'ouverture de la procédure ne met pas fin au contrat en cours et donne à l'administrateur ou au liquidateur en cas de liquidation judiciaire le pouvoir d'exiger l'exécution de ces contrats. De manière générale, le contrat est en cours lorsqu'une obligation essentielle ou la prestation caractéristique de ce contrat n'est pas encore exécutée au jour de l'ouverture de la procédure. Les créances nées de la poursuite de ces contrats, si elles répondent à certaines conditions légales, postériorité, utilité, régularité, bénéficient d'un traitement favorable. Elles doivent être payées à l'échéance et à défaut d'un paiement à l'échéance, le créancier se voit reconnaître un privilège. Sa créance sera payée avant toutes les créances antérieures, à l'exception de certaines, notamment les créances salariales dites super-privilégiées. Mais tous les contrats ne sont pas en cours. Tous les contrats en cours ne sont pas nécessairement continués, certains vont être résiliés. Enfin, toutes les créances nées postérieurement au jour du jugement d'ouverture ne sont pas nécessairement privilégiées et elles seront assimilées à des créances antérieures. Ainsi, au-delà de l'hypothèse particulière du créancier contractant d'un contrat en cours continué, les créanciers seront titulaires d'une créance soit née antérieurement à l'ouverture de la procédure, soit née postérieurement, mais ne bénéficiant pas des privilèges, le privilège que je viens d'évoquer. Je désignerai cette dernière catégorie de créanciers comme étant des créanciers assimilés aux créanciers antérieurs. Ces créanciers vont subir de nombreuses restrictions dans leurs droits. Le risque pour le créancier est de ne plus pouvoir opposer ses droits à la procédure s'il fait preuve de négligence. Ce sort défavorable est justifié par la situation de l'entreprise qui est en difficulté. Il faut connaître l'état de son patrimoine, ce qui suppose déterminer le passif et l'actif. Il faut également protéger ce patrimoine, le cas échéant le reconstituer s'il a subi des atteintes avant l'ouverture de la procédure. Tout cela afin de favoriser la meilleure solution pour l'entreprise, mais aussi pour ses créanciers. C'est pourquoi les créanciers antérieurs et postérieurs non privilégiés, les créanciers assimilés, vont être soumis à une discipline collective qui limite leurs droits. Cette discipline est animée par un souci d'égalité entre les créanciers, tout au moins pour les créanciers sans sûreté. Soumis à cette discipline collective, chaque créancier devrait être attentif afin de préserver au mieux ses droits et sa situation lors de la fixation du passif ou de la détermination de l'actif. La fixation du passif renvoie aux deux sens du verbe fixer. Il s'agit tout d'abord de geler le passif, c'est-à-dire d'éviter qu'il n'évolue après l'ouverture de la procédure, mais aussi de déterminer son montant. Le gel du passif repose tout d'abord sur l'interdiction des paiements des créances antérieures et des créances postérieures non privilégiées qui leur sont assimilées. Les créanciers devront attendre l'issue de la procédure pour, dans la mesure du possible, être éventuellement désintéressés. Cette interdiction du paiement est sanctionnée par la nullité du paiement qui serait effectué. Elle connaît des exceptions.
Certaines sont justifiées par la poursuite de l'activité. Une créance antérieure peut être payée pour retirer un gage ou une chose légitimement retenue. Ces exceptions peuvent être également justifiées par la nature de la créance, à l'exemple des créances salariales superprivilégiées. Cette interdiction du paiement est logiquement complétée par l'arrêt des poursuites individuelles. Le jugement d'ouverture interrompt ou arrête certaines actions de la part des créanciers antérieurs et assimilés. Sont concernées par cet arrêt des poursuites les actions visant au paiement d'une somme d'argent ou les actions qui tendent à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement de somme d'argent. Sont également arrêtées les voies d'exécution de la part de ces mêmes créanciers, tant sur les meubles que les immeubles du débiteur. En outre, les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits après le jugement d'ouverture. Il en est de même des actes ou des décisions judiciaires, translatives ou constitutives de droit, à moins qu'elles ne soient ces décisions exécutoires ou que l'acte n'ait date certaine avant le jugement d'ouverture. Enfin, est arrêté le cours des intérêts, à l'exception des prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à 1 an, ou des contrats avec un différé de paiement d'une durée supérieure ou égale à 1 an. Toutes ces mesures restrictives des droits des créanciers préservent l'entreprise contre les actions de ces mêmes créanciers qui leur permettraient d'avoir une situation plus favorable, soit en recevant un paiement, soit en inscrivant une sûreté, situation favorable qui serait contraire au principe d'égalité. Mais ces créanciers doivent, dans la mesure du possible, être payés à l'issue de la procédure. L'objectif de la procédure est aussi l'apurement du passif. Pour ce faire, les créanciers antérieurs et assimilés vont devoir faire reconnaître leur créance dans la procédure en la déclarant auprès du mandataire judiciaire. Sont concernées par cette obligation de déclaration toutes les créances antérieures au jugement d'ouverture, quelle que soit leur nature, privée, professionnelle, à l'exception des créances salariales, ainsi que les créances postérieures non privilégiées. Ici réside le principal risque pour le créancier. En effet, il doit déclarer régulièrement sa créance dans un délai qui est en principe de 2 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. À défaut d'avoir déclaré régulièrement sa créance dans le délai, le créancier est forclos et ne pourra donc pas participer aux distributions et répartitions, sauf à être relevé de forclusion, mais le relevé de forclusion est encadré par des conditions très strictes. Or, la connaissance de l'ouverture de la procédure, le respect du délai, l'existence d'un pouvoir suffisant pour déclarer par l'intermédiaire d'un salarié ou d'un préposé de l'entreprise constituent autant d'obstacles pour le créancier dans sa démarche de déclaration de créance. Pour mettre fin à ce qui a pu être qualifié de parcours du combattant, l'ordonnance du 12 mars 2014 a cherché à faciliter la vie du créancier par 2 mesures. D'une part, le débiteur qui a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire est présumé avoir agi pour le compte du créancier. D'autre part, le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom par un préposé au mandataire jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. La détermination de l'actif est également source de risque. En effet, cette détermination de l'actif suppose une reconstitution de l'actif auquel il aurait pu être porté atteinte avant l'ouverture de la procédure. Ainsi, pourront être annulés les actes accomplis par le débiteur avant l'ouverture de la procédure, alors qu'il se savait en cessation des paiements. Ce sont les nullités de la période suspecte. Les nullités de la période suspecte ne sont à envisager que dans l'hypothèse où le tribunal fixe la date de cessation des paiements avant le jugement d'ouverture. Cette période est dite suspecte parce que le débiteur est en cessation des paiements et l'on peut craindre que par les actes accomplis, il ne cherche à avantager un créancier, à détourner de l'actif, à organiser son insolvabilité. C'est pourquoi le Code de commerce énumère un certain nombre d'actes qui vont être nuls, de droit ou de manière facultative. À ce premier risque s'ajoute celui d'une action à responsabilité. En effet, la détermination de l'actif suppose que soient réparés les préjudices que l'entreprise a pu subir du fait de la faute d'un créancier. Dès lors que l'intérêt collectif des créanciers est en cause, le mandataire judiciaire est seul compétent pour agir en vertu de la loi.
Mais ce risque d'une action à responsabilité contre les créanciers pouvait décourager la fourniture de crédit avec la crainte d'un soutien abusif. C'est pourquoi la loi de sauvegarde des entreprises a restreint la responsabilité des créanciers au cas de fraude, d'émissions caractérisées dans la gestion du débiteur ou encore si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Hors ces cas, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis. Ces différentes conséquences de l'ouverture de la procédure sur la situation d'un créancier montrent combien celui-ci doit être vigilant au risque de rendre ses droits inopposables à la procédure. Certains des points aujourd'hui évoqués seront approfondis au cours de ce module. Je vous remercie.